Chers auditeurs, reprise, deuxième partie d'émission. Dans cette émission, nous accueillons plus particulièrement Gilles William Jolnadel. Gilles William Jolnadel est avocat, d'abord. C'est le président d'Avocats sans frontières. Et c'est pour cela que nous avions prévu une émission le 21 janvier, parce que c'est une date importante, avec Jérôme Triomphe, pour le regard sur cet anniversaire du 21 janvier. On en dira peut-être un mot, mais pour moi c'était intéressant. Pourquoi ? Parce que le 21 janvier, c'est la mort de Louis XVI, l'anniversaire de la mort de Louis XVI, et que William Jolnadel a écrit une préface que je juge remarquable. C'est sans flagornerie pour lui, on peut n'être pas toujours... Mais les compliments ne me gênent pas. Hein. Les compliments vous gênent pas. Eh ben, alors, on ne va pas vous donner quand même que des compliments. Mais cette préface était tout à fait remarquable, et surtout, on en lira un extrait peut-être, parce qu'elle fait partie du combat des idées, et que nous aimons beaucoup aussi Rénal Sécher, et dont le livre du génocide au mémoricide est tout de même un grand ouvrage, comme vous le manifester dans votre préface. Alors, il y avait l'anniversaire donc de la mort de Louis XVI, c'est-à-dire globalement le cœur de la Révolution française et du processus totalitaire que vous décrivez. Et puis le 21 janvier, c'est aussi la date anniversaire, plus oubliée, de la mort de Lénine. Et là, nous aurions parlé, mais vous n'avez pas pu venir parce que vous n'avez pas été mis en garde à vue, mais vous avez été appelé dans une garde à vue. Comme souvent, Jérôme Triomphe, je tremble de faire parler des avocats, parce qu'ils sont toujours à la merci d'être auprès d'un de leurs clients, n'est-ce pas? Voilà. Alors, donc, le 21 janvier, Lénine, et je me souvenais aussi que vous aviez été l'avocat de quelqu'un qui a occupé votre place fréquemment, William Jolnadel, le grand écrivain Vladimir Volkov. Le grand écrivain Vladimir Volkov que vous avez défendu. Vous pouvez peut-être évoquer pourquoi, parce que on l'avait accusé, il était poursuivi pour avoir dit que les assassins du tsar étaient juifs. Non, ça c'était dans une autre affaire. Ah, c'était une autre affaire. Oui, c'était une autre affaire pour laquelle je l'ai défendu plus tard, à propos de la Serbie. Non, mais je l'avais défendu dans le premier sens du terme, parce que il s'était dans le cadre d'un roman, le montage, si ma mémoire est bonne, oui, il faisait parler un personnage, et ce personnage indiquait que dans le cadre de l'assassinat de la famille du tsar à Ekaterinbourg, de plusieurs assassins étaient juifs. Ce qui, en plus, la rigoureuse vérité, et dans ce chef-d'œuvre des essais politiques qui s'appelle le siècle juif, l'auteur, qui est lui-même un grand auteur juif, l'avait reconnu. Je vois d'ailleurs pas où était vraiment le problème, mais chacun sait qu'il n'y a pas eu de pénurie de juifs chez les bolcheviks. Donc, en faisant dire la réalité historique à un personnage, on a cru devoir faire un mauvais procès à ce grand écrivain qu'était Vladimir Volkov, et Dieu merci, ce procès a été perdu. Bravo à l'avocat. Nous allons aborder, bien sûr, dans le cours de cette émission, où nous avons le temps, cette actualité tragique qui nous a tous émus. Actualité tragique parce que, pour vous, qui défendez avec beaucoup de talent, et nous vous en sommes reconnaissants, les catholiques, les chrétiens, quand ils sont persécutés pour leur foi ou tout simplement pour leur identité, on n'attend pas le contraire de vous. Lorsque nos compatriotes juifs, je dis bien nos compatriotes et vos coreligionnaires, si l'on peut dire ainsi, sont assassinés, évidemment. Et puis, on va revenir à cette actualité, naturellement, autant que vous le voulez. Mais je pense qu'il faut peut-être venir aux idées forces de vos prises de position.
Et comme cela, organiser le débat, c'est ce que je vous propose. J'ai épinglé dans vos articles un certain nombre de citations qui prêtent à réfléchir, à débat. Et alors, avec nos invités autour de cette table. Alors, on va peut-être commencer, William Goldadel, par ce que j'ai mis sous le chapitre, sous la rubrique identité. Sous la rubrique identité, vous avez c'était l'an dernier, le 11 décembre, pris position sur tout simplement le fait que les cathos sont discriminés. Voilà. C'est vous qui vous êtes opposé sur cela, protestant sur le fait que l'expression les Français de souche sont aujourd'hui absolument prohibés, et vous avez dit, voilà, il existe encore en France des catholiques pratiquants qui sont en droit de revendiquer, à tout le moins, le droit de se sentir chez eux. Il me tenait à cœur, moi qui n'ai jamais renié par ailleurs ma propre identité, de le rappeler. Voilà, alors c'est un remerciement que nous vous adressons aussi, parce que là c'est le président de la DRIF qui parle, et l'avocat de la DRIF. Oui, mais pardon, je veux bien accepter vos remerciements, mais moi j'essaye de ne pas, j'essaye de ne pas avoir d'esprit de système. Je déteste, si vous voulez, bien sûr, les persécutions ès-qualité. Je suis pas un défenseur de la chrétienté, je suis pas un défenseur de la catholicité, j'ai connu moi-même, je raconte dans la réflexion de la question blanche, du temps où le catholicisme était en majesté en France, l'antisémitisme qui venait d'une partie des catholiques. Donc, par conséquent, je suis pas aveuglé par quoi que ce soit. Je dis simplement qu'on est passé d'un excès à l'autre. Je dis qu'aujourd'hui, de manière totalement dramatique, et parce que il y a une montée incontestable de l'islam radical, et aussi parce que tout simplement le catholicisme ou le christianisme sont considérés un petit peu comme la religion des Blancs, comme la religion des Français de souche. Eh bien, il y a maintenant une sorte d'inversion des normes, et que les catholiques sont vraiment persécutés, ils sont mal défendus. Il vaut mieux, les juifs et les musulmans sont infiniment mieux traités en justice que les catholiques. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je situe ma défense. Mais c'est vrai aussi qu'au niveau de l'identité, moi qui suis un défenseur de l'identité, à commencer par la mienne, mais également celle des autres, je crois aux racines de la France. Il n'est pas douteux que les racines de la France sont judéo-chrétiennes, mais avant tout chrétiennes, et que le fait de mettre en question ces racines-là, eh bien, c'est évidemment briser l'identité. Et je ne crains pas de dire que si demain la religion catholique ne serait plus la majoritaire, et que ce soit par exemple la religion musulmane, je ne porte pas de jugement de valeur, mais ça ne serait plus la France. En tous les cas, ça ne serait plus la France que nous avons connue. Et pour ma part, je le vivrais comme un drame. Voilà dans quel cadre je situe mon combat. Mais je vous prie de croire que si les musulmans étaient martyrisés ès-qualité en France, eh bien mon combat serait exactement le même. Donc il n'y a pas de je suis pas dans un système autre que de protéger les gens notamment contre les idées à la mode, contre le conformisme intellectuel, voilà. Mais ça fait du bien de l'entendre. Vous avez écrit dans un papier qui s'appelle « La bêtise sans limite de la gauche », notamment ceci, celle de la religion de la fille aînée de l'Église est titillée par les préfets de la République socialiste. Étonnamment, lorsque la mairie de Paris lance des invitations à des buffets dînatoires, autrement plus dispendieux que les humbles santons pour célébrer la fin du Ramadan, les arrière-petits-enfants arriérés du petit père Combe font moins les maniérés. Vous avez souvent le temps de former. Mais la bêtise de cette gauche-là,
qui se croit intelligente, mais je pense que ça fait longtemps qu'elle commence maintenant à douter, et de son esprit et de son cœur, et sans limite. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un garçon comme Laurent Deutsch, lorsqu'il a écrit récemment son histoire de France, il a à un moment parlé des Sarrasins qui venaient envahir la France avec leur hache et leurs épées. Eh bien, vous avez eu tout un collège de soi-disant historiens bien en cours et également proches du front de gauche qui a trouvé le moyen de pétitionner pour protester contre ces propos contenus dans son livre. Il ne contestait pas, et pour cause, l'historité de ce passage, mais il prétendait que, à la lumière maintenant des événements nouveaux, ce pouvait être considéré comme quelque chose comme raciste à l'égard des musulmans d'aujourd'hui. Nous sommes donc en situation donc d'un véritable révisionnisme historique. Il n'y a pas d'autre mot. Et le drame, c'est que peu sont offusqués par ce genre de méthode. Voilà. Vous avez notamment fait allusion, c'était là dans un de vos articles du 22 décembre, au fait... Vous écrivez pas de danger. Vous parlez évidemment des intellectuels de gauche ou de la gauche, cette gauche de la bêtise, qui s'en prennent à Tariq Ramadan, qui considère Mohamed Merah comme une victime de la société française. À Olivier Besancenot, dont le parti participait cet été aux manifestations interdites où l'on criait mort aux Juifs, ou à Mélenchon traitant une députée allemande de caricature de Bosch. Le seul cadavre exquis à consommer appartient à celui qui refusait de se soumettre à l'islam conquérant, et là, c'était d'Éric Zemmour que vous parlez. Mais pardon, il y a encore beaucoup plus grave, et j'en ai fait un article dans le Figaro, je crois, hier ou avant-hier. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en même temps que l'on prétend que l'antisémitisme est une cause nationale, que depuis ce fameux esprit du 11 janvier, on va faire la guerre totale aux terroristes parce qu'on est en guerre mondiale avec ce qui s'est passé, est-ce que vous vous rendez compte? J'ai consacré 2 articles dans le Figaro à la question. J'ai envoyé une lettre qualité de président d'Avocats sans frontières, à Madame Taubira. Vous avez des municipalités communistes, Valenton, Aubervilliers, Avion dans le Nord, pour ne pas les citer, qui ont fait citoyens d'honneur de leur municipalité des terroristes comme par exemple Ibrahim Abdallah, qui purge encore une peine dans les prisons françaises pour avoir assassiné un diplomate américain et un diplomate israélien, ou des terroristes palestiniens en Israël qui ont été condamnés définitivement par la justice israélienne pour avoir tué des juifs ou un moine orthodoxe. Eh bien, même après cela, il ne se passe rien, alors que nous sommes en présence du délit d'apologie de la violence. Donc, nous sommes dans une situation complètement schizophrène où, d'un côté, on se paye de bons mots et de bonnes paroles, toujours quand même en continuant à cibler les mêmes, et les autres passent toujours pareil pour des raisons bassement électorales, idéologiques, ou de soumission, encore une fois, au triste esprit du temps, à travers le filet. Je note d'ailleurs hier plus exactement, qu'à la une du Monde, c'est la publicité pour le livre de Tariq Ramadan, dont il faut rappeler que tout de même, c'est l'intellectuel, avec certes beaucoup de suavité, des frères musulmans. Oui, enfin, il est moins suave lorsqu'il écrit en Suisse que lorsqu'il écrit en France. Exactement. C'est un artiste de la taquilla. Oui, bien sûr. C'est un artiste de la taquilla. Et d'ailleurs, au-delà des publicités payantes, Monsieur Tariq Ramadan à Open Bar, si j'ose dire, dans Le Monde, il doit publier 3 ou 4 opinions dans l'année, alors que les médiateurs du Monde avaient reconnu qu'ils avaient refusé les papiers de Robert Redeker parce qu'ils les trouvaient un peu trop agressifs vis-à-vis de l'islam.
Donc on est dans ce que j'appelle une posture xénophile qui n'est que l'autre revers de la xénophobie. Tout à l'heure, d'ailleurs, nous abordions d'autres sujets en première partie d'émission, mais les mêmes, je connais, c'est un petit groupe, nous avons des auditeurs musulmans tout à fait charmants, j'en rencontre, et d'autres qui ne tolèrent rien, pas la moindre traduction. Pardon, oui. Non mais les musulmans, je voudrais en profiter pour dire quelque chose qui va peut-être choquer une partie de nos auditeurs, mais peu importe, c'est ma vérité. Le problème, moi je ne crois pas du tout au code génétique du Coran qu'il soit intrinsèquement mauvais. Je crois malheureusement qu'il y a une lecture littérale du Coran qui est dramatique. Mais vous avez des tas de musulmans, pardon pour l'expression, mais de très nombreux musulmans, et sans doute une majorité de musulmans, en ce compris des musulmans pratiquants, pardon de le dire, en ce compris des femmes voilées, qui sont parfaits, qui sont exclusifs de toute violence et qui sont parfois bien plus recommandables que des types de banlieue totalement acculturés. Donc malheureusement, en raison de l'islam radical et en raison de la frilosité du temps, on ne peut même pas dire ça, emportés que nous sommes par les caricatures. Absolument. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. C'est bien pour cela que tout à l'heure, comme il est de règle pratiquement toutes les 4 semaines dans notre émission, nous rappelons ces choses-là. Mais vous avez abordé ce que vous appelez la bêtise sans limite de la gauche, j'ai fait allusion, et vous dites qu'il serait urgent de publier un bêtisier qui reprendrait les perles de culture idéologique de la dernière décennie, qui chantait le multiculturalisme, bénissait la chance de l'immigration, maudissait le racisme de critiquer l'islam radical et dit dénoncer son antisémitisme. Ce livre très noir de la bêtise très rouge recenserait de façon non exhaustive les innombrables explications, excuses et justifications en tout genre que des intellectuels auront apporté à la violence aveugle. Est-ce que ce livre, vous l'avez mis en route, William Goldnadel ? Malheureusement non, parce que j'ai des activités annexes à la littérature, ça vous aura pas échappé, mais cela étant, oui, il mériterait de l'être pour fixer les choses, mais cela étant, je suis sans illusion, puisque malheureusement, les médecins sont les empoisonneurs, ou les prescripteurs, avec une superbe invraisemblable, parce que la force de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont aucune pudeur. Et donc, vous voyez bien que SOS Racisme ou d'autres associations antiracistes, récemment je sais que François de Closet vient de publier un livre où il explique que SOS Racisme et les autres mouvements antiracistes ont fabriqué d'une certaine manière, ont continué à fabriquer le racisme. Et d'ailleurs, Zemmour rappelait que dans SOS Racisme, ça parle. SOS Racisme, c'est au secours du racisme. Mais bien sûr, c'est leur pain quotidien. Quand il n'y en a pas, il leur manque. Donc maintenant, ils continuent avec la même superbe à dire ce qu'il faudrait faire, à distribuer des bons et des mauvais points, à les s'incliner avec obséquiosité et dans une compassion dégoulinante devant les victimes. Mais pardon, mais enfin, si en tous les cas une chose est certaine, au-delà de toute spéculation intellectuelle, on ne peut pas dire que la création des associations antiracistes a été un succès très brillant. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors, on va en venir au procès qui nous a opposé, donc Annie de la France. Parce que je crois que ce procès était très emblématique. Je ne sais pas, William Goldnadel, si vous avez eu le livre, vous l'avez eu naturellement, avec ces photos et notamment où l'on montre les t-shirts soutien Action Directe. Là, nous avons eu 6 heures de procès qui étaient tout de même assez hallucinants.
Jérôme Triomphe pourrait peut-être en dire un mot de sa perception, parce que la parole est aux avocats aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai conçu l'émission. Alors avec un peu de recul, parce que ce sont les témoins qui nous ont intéressés. Oui. Et puis le tribunal. Alors je crois qu'il est bon d'en reparler avec vous ce soir. Le tribunal, je vous laisserai en parler. C'est pas mon rôle. Non, Nick Lafrance, je rappelle aux auditeurs qui l'auraient oublié, c'est le livre de Saïd Bouamama, le mentor d'Ouria Boutelja, du mouvement des indigènes de la République, qui donc ce livre où il explique, où il oppose les Noirs, les musulmans et les Arabes aux Français dits de souche. Alors c'est dans le CD-ROM Nick Lafrance où Saïdou, le rappeur, parle de petits Gaulois de souche. Donc les Noirs, les Arabes et les musulmans sont opposés aux Blancs. Il le dit comme cela dans ce livre. Donc nous poursuivions pour injure envers c'est ce qu'il appelle les Blancs et ce que Saïdou appelait les petits Gaulois de souche. Le procès effectivement a été tout à fait sidérant parce que comme le refrain c'est Nick Lafrance et son passé colonialiste, eh bien les témoins sont venus nous parler, nous cracher leur haine de cette France colonialiste. On se demandait bien finalement si Saïdou et Saïd Bouamama semblaient finalement bien malheureux dans cette France sur laquelle ils crachent. Manifestement ce n'était pas le cas, a souligné d'ailleurs que Saïd Bouamama revendique le fait de n'avoir jamais demandé la nationalité française tant que les étrangers n'auraient pas le droit de vote dans les élections locales. Alors, le procès était un procès très circonscrit à l'injure, aux injures que nous poursuivions. Alors j'ai plus le détail de toutes les injures, mais enfin c'était un florilège. Et on nous a expliqué, on a eu droit alors à comment elle s'appelait déjà, Madame Dominique Lagorgette, qui ne s'invente pas, qui était une linguiste distinguée de la faculté de Grenoble, qui nous a pondu un pensum de 52 pages pour nous apprendre à niquer. En tout cas, nous apprendre le terme niquer. C'était et puis tous les autres, il y avait Maurice Rachfus qui est venu nous dire tout le mal qu'il pensait de la police. Ah oui, là, il faut s'arrêter un instant parce que tout de même c'était surréaliste. Oui, on l'a évoqué, mais je le dis parce que les auditeurs ne sont pas toujours les mêmes. Il faut bien dire que là, il y avait une salle essentiellement pleine des partisans de Saïd Bouamama. Il devait y avoir une grande tempête de sable sur Paris ce jour-là. Je ne sais pas si vous en souvenez, William Laden. Oui, parce qu'il y avait des keffiers palestiniens partout. Donc, je pense que c'était pour se protéger du sable qu'ils les avaient amenés comme ça, quoi. Et puis alors, là, je ne savais pas, moi. Rachfus nous a dit, donc, pour lui, évidemment, il y avait eu une continuité de la police qui se conduisait dans les banlieues, dans les quartiers, comme la police nazie. Voilà, pas d'exagération. C'était voilà, et tout ça, bien sûr, pour répondre à une provocation raciste, colonialiste du débat sur l'identité nationale. Alors, on peut penser ce qu'on voudra de Nicolas Sarkozy et de son ministre Hortefeux. J'ai beaucoup de critiques à leur égard, je ne m'en prive pas. Mais enfin, tout de même, Rachfus nous campait là, en quelque sorte, Hitler et Eichmann, quoi. Nous sommes dans des délires. Et c'est pour ça que j'accroche votre idée de ce bêtisier. J'apporterai volontiers ma pierre et quelques souvenirs que je garde, parce qu'on se disait, nous avons vécu, donc, il y a 4 ans, dans ce débat sur l'identité nationale, dans une France abominable, digne des pires pays totalitaires. Non, mais quand vous dites que les Français de souche ont été dépeints comme des nazis, la réalité là, c'est que moi, dans ma thèse, c'est qu'on a nazifié l'Occident après la Shoah. C'est-à-dire que par une confusion terrible qui passe d'ailleurs par le mai 68 et le fameux CRSSS, on a vécu 30 à 40 ans d'une décérébration, à mon avis, unique dans l'histoire des temps. Et qui rend moi je scrute l'inconscient collectif, le monde occidental fou, littéralement fou.
Donc, lorsque vous décrivez ce qui s'est passé, ça n'est pas une figure. Il pense, enfin, c'est pas penser, c'est l'impensé. Donc, vous avez toute une génération de journalistes, de magistrats et d'enseignants qui ont été décérébrés de cette manière, mais décérébrés de manière insidieuse. Lorsque vous avez lorsque les Russes lisaient la Pravda, lorsque l'Homo soviéticus lisait la Pravda, il lisait la Pravda avec une pince sur le nez. Donc il avait peu de risques d'être intoxiqué avec les lettres de plomb. Tandis que la génération une partie de la génération, mais non négligeable malheureusement, qui nous juge, qui instruit nos enfants et qui sont censés nous informer, ont été réellement victimes de cette décérébration. Il faut le comprendre, cela. Et c'est dans ce cadre-là que parce que très peu, bon, bien sûr que je suis dans l'affaire du mur des cons, donc vous avez évidemment des magistrats encartés, militants, qui se rencontrent, mais la plupart des gens, ils le subissent, ça, ils ne savent, et donc ils sont parfaitement, oui. C'est une seconde, ils sont parfaitement capables, sans le savoir, de relaxer les femelles lorsqu'elles vont, je sais pas, mettre du mousse sur les marches des églises ou troubler ou mimer un avortement à l'intérieur d'une église, et puis en même temps, en Guyane, aller mettre 9 mois de prison sans que ça ne gêne personne, 9 mois de prison ferme à une idiote qui a publié la caricature écœurante, mais ça vaut pas, de Madame Taubira, mais ça ne vaut certainement pas 9 mois de prison. Et vous comparez le silence total de cette condamnation au lever de bouclier qu'il y a eu lorsque les magistrats, il y a peu de temps, ont eu la main lourde lorsqu'il a fallu sévir pour les apologies de la violence après le drame du 7 janvier ou les drames du 7 janvier. Donc alors peu à peu, il me semble, mais que peu à peu nous sortons de cette décérébration. Les yeux, c'était un peu la chronique que je faisais dans le Valeurs Actuelles d'aujourd'hui. Les yeux sont en train quand même un tout petit peu de s'ouvrir. Vous avez Laurent Geoffrin dans Libération qui écrit quand même que c'est vrai que le malaise français, il repose aussi sur les problèmes que pose l'islam et l'immigration. Eh bien, si j'avais écrit cela il y a encore 3 mois, j'aurais été cloué au pilori, ou comme je l'ai écrit, au mur des cons de l'intelligence et du bon goût français, et certains ont été même condamnés en justice. Donc, bon, alors, je n'ignore pas que ces choses-là sont récurrentes. Et donc, je ne suis pas du tout sûr que la partie soit gagnée. Regardez Valls. Regardez, et j'ai passé mon temps dans mon camp à défendre Valls. J'aimerais beaucoup que de gens de droite ont de temps en temps la liberté de parole d'un Valls qui est capable de parler d'islam radical, d'ennemis de l'intérieur ou d'islamo-fascisme. Mais en même temps, le même garçon est capable de sortir cette ineptie de l'apartheid qui, au niveau de l'inconscient collectif, convoque à nouveau, c'est mon livre, la question noire et la question blanche, et d'une certaine manière absout les premiers et accuse les seconds. Donc vous voyez bien que la partie est loin d'être gagnée et que je crains, d'abord je ne sais pas s'il est midi moins 5 ou s'il est midi 5, d'abord, d'une part, et que je crains qu'il faille encore beaucoup d'assassinats d'iconoclastes, de policiers et de juifs, avant que définitivement les gens comprennent. Mais encore une fois, je suis pas sûr qu'il soit encore l'heure de comprendre.
On viendra ensuite au mur des camps, à l'apartheid, on y reviendra. Vous parlez, je reste sur au fond le bêtisier, vous écrivez la mauvaise conscience pathologique issue des crimes qu'aurait commis l'homme blanc envers l'autre, le noir, puis le juif, puis l'arabe. Dès lors, l'idée que le bourreau blanc chrétien puisse être une victime de cet autre devenait insupportable. Il fallait en sortir pour squeletter au réel cruel. C'est ce que nous avons entendu, somme toute, pendant ces 6 heures de procès face à Nique la France, avec cette complicité de militants, effectivement tels que vous les avez décrits, qui sont tout simplement idéologisés jusqu'à la moelle, avec des témoins de notre niveau, parce que tout de même là, ça a été un grand cri de haine contre la France. Quand on entend le cours Grand-Maison, enfin, rien, il n'y avait rien de positif dans l'œuvre colonisatrice de la France. Alors, nous sommes quelques-uns à admettre parfaitement qu'il y a eu des bavures, des bévues, sans doute des injustices, tout ce qu'on veut, mais enfin, tout de même, rien. Ça n'a été que abomination. On se demande d'ailleurs comment, alors que nous avons trouvé une Algérie avec 1,5 million de population environ, comment on l'a laissé avec 10 ou 12. Voilà, là c'était tout un procès, grand cri de haine, continue contre la France au mépris des moindres faits, la moindre exactitude. Oui, mais non, alors, mais il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, moi, je décris d'abord les Kouachi et les Koulibaly. Ce ne sont pas, il faut comprendre, ce ne sont pas des barbus d'importation. Ce sont des Français. Bien sûr. Ce sont des gens qui ont été fabriqués dans les laboratoires de l'Occident masochiste, et dans les éprouvettes desquels on a versé le bacille de la haine islamiste. Ce sont des produits hybrides. Et donc, j'ai décrit donc cette cohorte d'enseignants, de journalistes, de juges et d'autres braves gens. Mais à côté, si vous voulez, de cette confusion totale, de penser que le crime hitlérien aurait jailli de l'Occident chrétien et blanc, il y a aussi les gens que vous décrivez là, les gens de Nique la France, c'est autre chose. Eux, ce sont des racistes. Ce sont purement et simplement des racistes. C'est pas autre chose. Ce sont des racistes anti-blancs, ce sont des racistes anti-français, ce sont voilà. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que cette xénophilie coupable de l'Occident fait que il les absout de tout, parce qu'en même temps que vous avez eu raison, Bernard, de rappeler que l'Occident, si j'ose dire, est loin d'être blanc comme neige, bien entendu, on est passé d'un excès à l'autre, bien entendu qu'il y a eu des grands crimes blancs, mais bien entendu qu'il y a eu une superbe blanche par rapport aux indigènes, et ça n'est pas douteux, mais en même temps, parlons de l'esclavage. L'esclavage, il n'a certainement pas été le monopole des Blancs. Il a été beaucoup plus important encore dans les pays arabes. Et vous avez une loi Taubira qui décide de ne s'en prendre qu'à la traite transatlantique, à l'exclusion de la traite arabe, et lorsqu'on lui demande pourquoi, c'est pour ne pas désespérer dans les banlieues. Donc là, on est dans une présence, si vous voulez, de déni de justice. On est dans une présence manifeste de racisme anti-blanc chez les uns, et de xénophilie coupable, stupide, niaise et criminogène chez les autres. Nous avons lu naturellement, Cécile Montmirail, peut-être vous avez une question. Oui, je vous en prie. Juste une réflexion et une question à sa suite, parce que vous parlez de cette gauche, de cette stupidité de la gauche, mais est-ce que le problème, ce n'est pas plutôt la droite qui se laisse faire et qui est d'accord, finalement? Mademoiselle ou madame, je sais pas. Madame, la décérébration, elle a atteint tout le monde. Nul n'en est indemne. Elle, bien entendu, elle touche complètement la droite.
Je ne fais pas. Il se trouve que c'est l'extrême gauche qui demeure largement encore en majesté dans les médias, mais tout le monde les subit, les médias. Donc, alors, sans doute que la droite est un tout petit peu moins atteinte, mais la condamnation, elle a atteint le village monde maintenant. Elle est pas qu'en France, elle est partout. On pouvait penser que après le 11 septembre 2001, eh bien, l'Amérique allait se rapprocher du continent. Non, c'est le continent qui s'est plutôt européen, c'est plutôt l'Europe, c'est plutôt l'Amérique qui s'est rapprochée de la France, et pas la France qui s'est rapprochée de l'Amérique. Donc non, je crois que vraiment on ne peut pas faire la dichotomie entre la droite et la gauche. Je veux bien vous concéder simplement que la droite est un tout petit peu moins atteinte, mais il n'y a pas un très grand écart, hein. Mais je vois pas au nom de quoi, d'ailleurs, ce serait... Ces gens-là écoutent France Inter de la même manière. Pourquoi voulez-vous qu'ils soient moins victimes? Les ondes font du mal partout. Le vrai scandale, c'est que je vais me répéter, on est dans un système quasi totalitaire, encore maintenant, et le pire, c'est que comme on ne le sait pas, eh bien on ne peut même pas s'en plaindre. Est-ce que vous vous rendez compte que le service public de l'audiovisuel, et notamment France Inter, reconnaît, c'est vrai, qu'ils sont plutôt de sensibilité de gauche, mais ce devrait être vécu dans une France démocratique par ceux qui payent la redevance pour un service de l'audiovisuel comme un scandale total. Moi, j'aimerais ne pas savoir quelle est la couleur politique de celui qui s'adresse à moi le matin jusqu'au soir. Il y a quelque chose, il y a une acceptation, une sorte de voussure intellectuelle en France à laquelle moi, je n'arrive pas à me résoudre. Donc, tant qu'on sera dans ce système-là, qui s'auto-nourrit, qui continue à se coopter, eh bien, on n'en sortira pas. Or, malheureusement, je n'ai cessé de dire à droite, et notamment à l'UMP, à laquelle j'appartiens, je n'ai cessé de dire que ce qui compte, c'est le Kulturkampf, c'est le combat culturel. Je suis une sorte de Gramsciiste de droite. Je crois qu'on ne pourra pas s'en sortir, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que je veux leur dire. Ils pensent que, on va gagner, voilà, la gauche va se casser la gueule avec l'économie, on va prendre le pouvoir. Mais ça sert à quoi ? Ça sert à quoi de prendre le pouvoir si finalement le pouvoir intellectuel continue à intoxiquer jour après jour les gens qui le subissent? Moi, vous savez, je ne suis pas. Je ne voudrais pas que France Inter soit de droite. Je serais révolté qu'on puisse me dire que oui, mais c'est vrai qu'à France Inter, on est plutôt de sensibilité de droite. Je n'accepterais pas. Mais je vous le dis très franchement, c'est pas une précaution oratoire. Je suis un défenseur de la liberté totale, mais vraiment totale, mais à condition que les dés ne soient pas pipés. Oui, mais ils le sont. Mais ils le sont, mais ils le sont complètement. Ils le sont complètement. Et pour cette radio-là, il y a 80%, je crois, des journalistes qui ont voté François Hollande. On a eu des... Pas Radio Courtoisie, je tiens à le préciser, nous sommes sur Radio Courtoisie. Qui 100% de droite. Qui n'est pas financé par l'État. Mais qui ne le cache pas, qui n'est pas financé par l'État. Absolument. Mais ça va même beaucoup plus loin, puisque j'avais écrit ça, je sais plus où, mais ils ont tellement formaté leur auditoire qui est le matin. Vous avez bien vu les questions qu'on pose. Peut-être qu'ils sont en plus sélectionnés, les questions, mais aux gens qui sont invités. Et ils ont révélé que maintenant, une très grande partie de ceux qui les écoutent se disent également de gauche. Et d'ailleurs, il y avait un auditeur de la radio qui était intervenu une fois. C'était à propos, il y avait un journaliste. Je crois qu'il est plus à l'antenne, qui s'appelait Sylvestre. C'est un économiste et lui, dans le cadre d'un système, un cheval, une alouette, était d'essence libérale. Il était avec modération, mais il était d'essence libérale. Et il y a un auditeur qui est venu de toute bonne foi intervenir en disant: mais c'est un scandale que dans une radio de service public,
on entende un éditorialiste comme aussi libéral que Monsieur Sylvestre. C'est que dans l'esprit des gens, la radio de service public a pour vocation que de ne faire entendre que des gens qui seraient finalement pour le maintien partout du service public, et le service public égale le gauche. Donc eux-mêmes n'arrivent même pas à voir la différence. Donc on vit dans ce système-là, et moi je ne l'accepte pas et je ne décolère pas de vivre dans ce système qui se poursuit, qui continue de s'auto-sécréter. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, des magistrats, de tous ces gens qui finalement sont décérébrés, intoxiqués. Quand j'entends des gens qui me disent dans tel procès antiraciste ou de prétendus antiracistes, parce que toujours à sens unique, oula, mais la procureure a requis la condamnation, elle doit être du syndicat de la magistrature, je leur réponds systématiquement, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, ça rejoint votre propos, c'est que c'est une seconde nature, à force, c'est devenu un réflexe maintenant. Il y a aussi, antiracisme à sens unique. Cher Jérôme, il y a aussi une autre raison qui est cette fois-ci un peu plus mécanique. C'est que, d'abord la section du parquet est un État dans l'État, si je veux dire. La section du parquet de Paris, ça n'a rien à voir avec le parquet de Paris, qui est quand même tout à fait plus convenable. La section du parquet de Paris. Or, la gauche a compris quelque chose. C'est que, d'abord, elle place beaucoup mieux ces hommes que ne le font la droite. Mais c'est un compliment que je lui fais. C'est un compliment que je lui fais. Oui, puis la droite, une fois qu'elle a le pouvoir, ça sert plus à rien, ou sinon pour se servir. Donc, non, mais je ne suis pas dans l'ironie. Et donc, au poste stratégique, et la section du parquet est un poste stratégique, on place plutôt des gens de gauche. Donc, il faut pas s'étonner que ces dernières années, le parquet se soit davantage saisi de faits qu'il considérait comme constitutifs d'une éventuelle islamophobie, pour autant que ce mot ait un sens, plutôt que, je vous parle en connaissance de cause, d'antisémitisme qui passait par exemple par le prisme du Proche-Orient. Je peux vous dire que jamais, je dis bien jamais, la section presse du parquet de Paris a décidé d'elle-même d'aller chercher des noises à ceux qui, sur le terrain débordant du conflit israélo-arabe, cette fois-ci s'en prenait expressément aux Juifs, parce que quelqu'un qui est finalement pro-palestinien ne peut pas être tout à fait mauvais. Donc c'est dans ce cadre. On a le même problème avec les catholiques. Mais oui, mais je connais moins le problème. Oui, mais c'est le même. Je parle de ce que je connais. Et même lorsqu'il m'arrivait de leur soumettre quelque chose, je n'avais pas de réponse, sauf à décider de me constituer partie civile, avec ensuite tous les aléas judiciaires que vous connaissez aussi bien que moi. Je crois que nous devons être une cinquantaine de saisies du parquet et nous n'avons systématiquement aucune réponse. Et là, c'est des difficultés de la griffe, mais pareil. On va peut-être revenir à l'islam, qui est quand même au cœur, à l'islamisme, à tout ce qui est quand même au cœur des convulsions actuelles. Alors, il y a un livre que je n'ai pas manqué de lire, vous vous en doutez bien, William Goldnadel, parce que j'ai avec son auteur un ancien contentieux, c'est Edwy Plenel. J'ai lu naturellement pour les musulmans d'Edwy Plenel. Je dois dire je vous interromps 2 secondes. Oui. J'ai lu le livre que vous avez écrit il y a peu de temps sur vos défaites et sur vos victoires, parce qu'elles existent aussi sur vos victoires judiciaires, et vous racontez dans quelles conditions vous avez été condamné pendant un moment à la mort civile, parce qu'on a fait croire que vous aviez tenu des propos antisémites, et le on s'appelait Edwy Plenel. Bien sûr. Et j'étais très touché par cela, parce que je sais votre philosémitisme. Je suis pas sûr d'ailleurs que moi je ne souhaite que les gens ne soient ni antisémites ni philosémites, hein. Mais je sais votre philosémitisme et c'est votre choix. Je ne vais pas vous empêcher d'être philosémite, mais c'est pas le mot qui convient tout de même. Sur la question, je peux m'exprimer. Enfin, en tous les cas,
je ne suis pas le plus... Il faut que je m'explique tout à l'heure. Donc j'ai le regard tout simplement du saint dont je porte le nom, et qui a été le grand défenseur des Juifs, Saint Bernard, qui était attaqué par quelques moines fous, en l'occurrence le moine Rodolphe. Mais je suis dans la ligne du pape Pie XI, qui, face donc au communisme et au nazisme, donc avait dit ceci: nous sommes spirituellement des sémites. Et alors, si je veux, alors je suis philosémite, au sens où en effet mon peuple, ma religion, c'est la religion de la Bible, Nouveau Testament, Ancien Testament, naturellement, et que je n'ai d'a priori contre aucun peuple. Donc, en tant que patriote français, en tant que catholique, c'est-à-dire universel, eh bien, c'est vrai que j'ai de l'affection pour les peuples sémites en particulier. Mon philosémitisme, il va aussi pour le Liban. Hein, j'en profite parce que nous avons beaucoup d'auditeurs libanais ici. Mais je reviens à Edwy Plenel. Alors, j'ai été... Non, mais je voulais terminer quand même ce que je vous disais. Bon, vous me dites que je vous êtes... coupe pas trop quand même. Hein. Non, mais je voulais terminer là-dessus pour vous rendre cette justice. Ah oui. C'est que alors, vous me dites que vous êtes dans la lignée de Pie XI, pardon de penser, même si ça ne va pas vous plaire, que je vous trouve aussi dans la lignée de Jean 23, mais tant pis, hein, tant pis. Ah, mais bon, il n'y a pas d'offense. Vous pourrez survivre. Vous pourrez survivre à cette accusation. Je suis le réceptacle de tous les plus grands papes de l'histoire. Voilà, bon, je vous trouve moins dans la lignée du pape actuel, mais bon. Ah oui, mais c'est tout à fait autre chose. Oh, bien. Vous êtes un côté franciscain. Je fais autorité en matière de théologie chrétienne. Je crois que vous êtes un fin observateur. Voilà, on ne peut rien me cacher. Mais de vous faire passer pour un antisémite, c'est un mensonge odieux et honteux, et donc voilà, donc je tenais à vous le dire, et ça m'a beaucoup touché. Donc pardon, mais alors quel était oui. Moi, je revenais à l'islam, et j'ai lu d'Edwy Plenel, vous l'avez épinglé, pour les musulmans. Alors je dois dire que cet homme qui a été à la base effectivement de ce que vous appelez ma mort civile, et ça a été très difficile pour moi de procès après procès, il a fallu que je bataille en effet, mais c'est pas le cas Bernard Anthony qui est intéressant aujourd'hui, mais je vous remercie de ce que vous dites, mais les Plenel, je le croyais, je le savais pervers, je le savais menteur, mais je ne pensais pas qu'il soit intellectuellement aussi indigent. Non, mais l'indigence dont vous parlez, pardon, je vais reprendre, si j'ose dire, ma doctrine. Plenel est, si j'ose dire, un enfant du siècle post-shoatique. Péan l'a assez bien avec le pauvre Cohen, l'ont assez bien expliqué. Il est traumatisé par la Shoah. Mais il commet, alors de manière, lui, totalement emblématique, l'horrible confusion de croire que, encore une fois, la Shoah, c'est le monde occidental, c'est les Blancs, etc. Et à partir de ce prisme grimaçant, si j'ose dire, tout vient de là. C'est-à-dire que les Juifs, bien entendu, j'ai écrit quelque part, donc quand on est comme ça, ceux qui adorent les Juifs en pyjama rayé, l'abordent en uniforme kaki. À partir de 67. Plenel et ses amis ont descendu le juif de la croix de leur système post-chrétien, et l'ont remplacé par la victime de ce juif-là, qui est le palestinien, ou qui est l'arabe, ou qui est l'immigré, tout ce que vous voulez comme minorité. Donc dans ce cadre-là aujourd'hui, et il l'écrit Plenel pour les musulmans. Il en veut beaucoup, Plenel, à Finkielkraut d'avoir osé dire qu'il y avait un problème d'islam en France, et ce faisant, il traite Finkielkraut de parvenus, c'est-à-dire de juifs qui voudraient, pour se faire d'une certaine manière
pardonner sa judéité, on ferait encore davantage. C'était exactement le même reproche que l'extrême droite des années 30 faisait aux Israélites, de dire que, oh là là, ils avancent masqués, et lorsqu'ils sont patriotes, genre Dreyfus, c'est encore plus suspect. C'est exactement la même démarche intellectuelle. Et dans ce cadre-là, il explique, mais au premier degré, et l'indigence, oui, il explique au premier degré que le nouveau juif maintenant, c'est le musulman, et que c'est l'islamophobie. C'est à cause du racisme anti-musulman que finalement, et donc des Français, et de tous les autres, que l'on a fabriqué des Kouachi, des Koulibaly et autres Némouches. Donc on est dans l'inversion totale des normes. Vous appelez ça une perversion, mais cette perversion, c'est la perversion des temps, d'une certaine manière, pardon de le dire. Plenel est victime de ce système-là. Il ne le sait pas, mais il en est victime. Il en est la victime emblématique. Il en est, bien entendu, il en est eu. Non, mais je vous décris le système, la perversion du système. C'est le système qui est pervers. Voilà, donc oui, mais vous êtes cela étant, il se produit d'ailleurs avec Ramadan. Il se produit avec Ramadan. Edgar Morin, la coqueluche de la gauche, qui se dit marane. Il se dit marane, alors ça veut dire qu'il sait pas ce que c'est qu'un marane, parce que lui, il use et abuse de sa judéité. En principe, les maranes étaient d'une grande discrétion en ce qui concerne la judéité. Eh bien, Edgar Morin a commis un livre à 4 mains, je l'ai écrit avec Tariq Ramadan, mais il faut avoir un œil extrêmement exercé pour trouver des divergences entre Tariq Ramadan et Edgar Morin. Et en tout cas, vous n'en trouverez pas sur le problème palestinien. Sur Plenel, ce que je trouve, parce que j'adhère tout à fait au diagnostic médical que vous faites en quelque sorte, en tout cas psychiatrique, j'adore tout à fait. Mais j'ai été étonné, j'ai presque eu un peu de commisération pour lui, parce que c'est affligeant. Je dois dire que c'est nul, parce que là, on est dans un retour au fond du mythe du bon sauvage. Là, il nous ressort le bon sauvage, qui est paré de toutes les vertus, telles que Rousseau l'imaginait pour les besoins de sa démonstration, puisque Rousseau était trop intelligent pour croire au bon sauvage dont il avait besoin ensuite pour son histoire de contrat social. Mais chez Plenel, c'est cela. Là, donc, pour les musulmans, le musulman est paré là, donc de toutes les vertus de l'innocence. Oui, mais il est pour Plenel, le musulman, c'est l'homme qui est l'homme du paradis terrestre. Mais Bernard, ne vous trompez pas. Chez Edwy Plenel, le musulman, d'une certaine manière, n'est qu'un objet. Il ne l'intéresse, et sa souffrance ne l'intéresse, que si elle est commise par un blanc, par un occidental ou par un super occidental comme l'israélien. Mais si c'est un autre musulman qui massacre un musulman, c'est pas un problème pour Plenel et leurs amis. Donc c'est une fausse compassion. Voilà. Il y a aussi, si je puis me permettre, la machine du matérialisme dialectique, socialiste, communiste, qui veut que la société est divisée en classes, que les classes s'opposent, qu'il faut aussi toujours une logique du bouc émissaire. Donc il faut toujours qu'il y ait un groupe qui soit le bouc émissaire pour que la machine fonctionne. Ça a toujours fonctionné comme ça. Les bolcheviks, c'était ils avaient tous un ennemi, ils avaient toujours une classe ennemie. Sinon la machine tournait pas, si j'ose dire. Alors là, ce que fait Plenel remplace le juif par le musulman, pour dire qu'aujourd'hui, c'est plus l'antisémitisme, c'est l'islamophobie. Ça fonctionne pareil. De toute façon, c'est comme un puzzle qui fonctionne toujours. Une machine. Bon, d'abord, la technique du bouc émissaire, je crois qu'elle appartient malheureusement à la race humaine. Hein. Je pense que... Oui, René Girard le montre très bien. Que dans toutes les sociétés, il y a une fonction du bouc émissaire, et raison pourquoi, d'ailleurs, on s'en prenait à un bouc. C'était mieux. Mais bon. Mais je pense que de toute manière, le post-marxisme a fait son deuil de la misère ouvrière, puisqu'il n'y a plus d'ouvriers, et maintenant a remplacé, si vous voulez, l'ouvrier
martyrisés par effectivement la victime du blanc, et les trotskistes qui sont eux très madrés. Effectivement, alors là, je pense à Besancenot et à leurs amis qui en sont à défendre le voile et à défendre les Palestiniens urbi et terbi, regardent avec concupiscence les bataillons du lumpen prolétariat que constituent évidemment les banlieues musulmanes. Sauf que les naïfs qu'ils sont, c'est que ce ne sont pas les petits Besancenot qui mystifieront les islamistes. Ce sont les islamistes qui auront finalement la peau des Besancenot et des autres. Nous avons quelques questions ou interventions. D'abord remerciements. Merci à Maître Goldnadel d'appeler un chat. On n'avait pas parlé de chat, mais enfin voilà, un raciste. Bon, revenez souvent, Maître, je vous aime beaucoup. Ah ben écoutez, voilà. Ça fait plaisir. Là, pas dans le même sens, malgré ces belles paroles entre catholiques et juifs, ce sont les juifs communistes et trotskistes qui commandent la France et l'Europe. Ils sont les fabricants et moteurs de toutes les idées folles des Européens dits intellectuels. Ben voilà, on est servi là. Écoutez, bon, ça, je ne suis pas étonné non plus par ce genre de... J'ai l'habitude, oui, enfin bon, écoutez, les Juifs sont capables, comme beaucoup, du meilleur et du pire. Vous avez effectivement, vous en avez tels qu'ils sont décriés là aussi. Il me plaît à penser que Finkielkraut et Zemmour, par exemple, ne rendent pas de trop mauvais services à la France d'aujourd'hui. C'est ce que nous pensons. Merci de votre émission. Seule Radio Courtoisie nous permet de tenir, car nous sommes près de craquer. Eh ben, chers auditeurs, ne craquez pas. Voyez, nous nous battons. Et nous ne sommes pas prêts de craquer pour notre part. Autre question. Vos amis de l'UMP comprennent très bien votre stratégie de Kulturkampf, mais ils n'en veulent surtout pas, car ils sont eux aussi de gauche. Cette force droite, alors attendez, ces mains d'imprimé, est même très à gauche. Vous perdez votre temps à convaincre des comédien, mais c'est très 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 mal imprimé, c'est une photocopie. Alors je crois, oui, je pense que dans votre propos, on a bien vu aussi comment toute cette droite était intoxiquée et comment quelquefois, il n'y a qu'un positionnement dit de droite qui ne correspond pas à des valeurs réelles. Moi, je veux bien qu'on soit très critique, et on a raison de l'être avec une partie de l'UMP, mais si on me propose de ne plus essayer de porter la bonne parole au sein de l'UMP, il faudra que ce qu'on fasse, parce qu'après tout, cette personne qui vient de s'exprimer devrait regarder également ce qui se passe à la droite de l'UMP, où on pratique également de temps en temps le politiquement correct, où de temps en temps on exclut des gens parce que justement ils ne sont plus dans le politiquement correct, où on pratique le marxisme sur le plan de l'économie. Chacun devrait travailler dedans son camp. C'est un débat que nous avons déjà eu ici. J'appelle votre auditeur à avoir le même esprit critique dans le parti dans lequel j'imagine. Voilà. Pas forcément. Sur l'islam, moi j'aurais une petite pointe de désaccord avec vous, William Goldnadel, sur le terme d'islamo-fascisme ou fascisme. Islamofascisme. Oui. Ouais. Je crois que je ne suis pas du tout admirateur du fascisme. Je pourrais dire pourquoi le totalitarisme, Giovanni Gentile, Mussolini, qui a été dans les bras d'Hitler, mais l'on a poussé tout de même, mais dans le degré des monstruosités que vous avez admirablement, comment dirais-je, vous avez préfacé le livre de Sécher, moi je crois que ce qui est quand même pire, c'est le communisme. Alors on a toujours tendance aujourd'hui à occulter le communisme. Moi je dirais islamo-stalinisme. Ou islamo-nazisme. Oui, lamo-nazisme. Je pense parce que... vous avez peut-être, au niveau de la sémantique, je sais pas, mais ce qui est important, si vous voulez. Moi, encore une fois, vous avez entendu ce que j'ai dit sur les musulmans, y compris sur les musulmans religieux. Je ne retire rien là-dessus, et je trouve que il est injuste de faire un procès général aux musulmans, en ce compris les musulmans religieux. Par contre, à côté
de l'islam de paix, ou de l'islam de lumière, ou de l'islam pacifique, vous avez un islam radical. Et que cet islam radical, contrairement à ce qu'on dit, il est pas ultra minoritaire, il est minoritaire, mais c'est pas une minorité négligeable. Et oser, si vous voulez, accoler à l'islam un épithète qui est communément peu gratifiant, c'est quand même un progrès intellectuel, sinon intellectuel ou sinon moral, sinon politique, je sais pas comment le qualifier. C'est un faible progrès, parce que quand on parle de cet islam radical, c'est-à-dire de l'État islamique, quand on parle de Boko Haram, etc., on est là dans le système d'extermination qui était vous prêchez un apôtre, si j'ose dire. Non, mais ce que je veux dire, on vient de loin. Vous aviez Zapatero qui se vantait de dire, je ne parle jamais de terrorisme proche-oriental, je parle de terrorisme international. Vous avez un président Hollande qui disait il faut pas dire État islamique, il faut dire Daesh. Ce qui est stupide puisque c'est l'acronyme d'État islamique. Vous avez un ministre des Affaires étrangères au micro de France Inter après les attentats que vous savez, qui ne voulait toujours pas prononcer le mot islamisme. Donc, quand vous avez des gens un tout petit peu plus courageux qui osent justement accepter d'utiliser le préfixe islam en l'accolant à quelque chose qui ne soit pas complètement angélique, je dis simplement qu'on est sur le terrain du progrès, c'est tout. D'accord. Pour notre part, qui ne nous arrêtons jamais sur le terrain du progrès, donc on peut utiliser l'islamo-nazisme ou l'islamo-stalinisme ou islamo-maoïsme, parce que voilà, on est dans le livre noir du communisme dont je parlais tout à l'heure, cette œuvre maîtresse que vous connaissez bien. Ça, c'est pour nous, les combats de Bernard Anthony que j'ai appris à connaître, c'est que le combat, avant c'était le communisme, et maintenant aujourd'hui c'est l'islamisme. Voilà, c'est encore une fois, nous aussi on a changé d'ennemi général. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais le communisme, pardon de vous le dire quand même, le combat contre le communisme n'est pas gagné. Mais non, vous avez encore des pays communistes qui sont épouvantables, et comme on n'a pas fait le procès du communisme en France, contrairement à d'autres pays où on l'a quand même fait, enfin dans peu de pays, eh bien vous avez encore un parti qui ose s'appeler communiste. Bien sûr. Vous avez un parti socialiste qui fait des procès à la droite pour des alliances qu'elle n'a pas effectuées. Je rentre pas sur le fond du problème. Alors même que le parti socialiste, le parti de la liberté, qui est adversaire de tout racisme, accepte de faire alliance avec le Parti communiste et le Front de gauche, et se permet de donner des leçons à la droite. Ça, c'est parce que on n'a pas mené à bien, et pour cause, le procès du communisme, et les malheureux qui sont essayés à écrire un livre noir du communisme ont été condamnés pendant longtemps à la mort civile. Voilà la réalité. Alors, il y a un exemple. Il y a eu une journée de procès du communisme en France, c'est celui que j'ai mené à la Mutualité avec Biaggi. Nous avons fait témoigner des Vietnamiens, des Afghans, des Chinois, enfin de toutes sortes. Ça a été une journée pleine. On a condamné Boudarel, on avait fait le procès de Boudarel, c'est un agent abominable, ce persécuteur de nos soldats. Mais il est vrai, et j'ai lu aussi sous votre plume que vous regrettiez cela, et nous disions dans l'émission précédente que effectivement la revendication du procès du communisme devra plus que jamais être faite, puisqu'on va vers le centenaire au fond de l'apparition de 1917, 2017. Donc 100 ans après, le procès n'est pas fait. Pardon de prendre un exemple, mais un exemple concret. La France est un pays, contrairement à d'autres, et la pauvre Annie Kriegel, que j'aimais tendrement, l'avait écrit dans le Figaro, où on n'a pas exploité les archives du KGB. Donc, personne ne sait le nom des journalistes stipendiés par le régime communiste en France. Personne, par exemple, ne s'est arrêté sur Monsieur Klaus Croissant,
qui a été une icône que l'on a voulu défendre ici, qui a été considéré comme un innocent, qui était condamné à tort, etc., et qui finalement qui s'en est très bien sorti à cause des campagnes de presse. Eh bien, les archives du KGB montraient qu'il émargeait, sinon à la KGB, au moins à la Stasi. Donc voilà, non mais concrètement parlant, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas voulu le voir. Il n'existe pas en réalité. Les problèmes, c'est d'ordre tripal. Vous pouvez arracher aux gens qui sont censés vous informer, une condamnation théorique et verbale du communisme et même de l'islamisme. Mais dans leur tréfonds, les gens qu'ils détestent, la détestation tripale, ils ne détestent tripalement, si j'ose dire, ni les communistes, ni les islamistes. Ah, si vous pouvez leur faire dire beaucoup de mal de George Bush. Vous pouvez, vous pouvez leur faire dire beaucoup de mal de Benjamin Netanyahou. Vous leur faire dire beaucoup de mal même de Monsieur Sarkozy. C'est pas un problème. Ou de Jean-Marie Le Pen. Mais essayez de leur faire vraiment dire du mal. Essayez de vraiment de leur faire dire du mal de ces gens-là. Vous n'y arriverez pas vraiment. Parce que il y a une sorte ils ne le vivent pas épidermiquement. Or, on ne gagne le combat que véritablement lorsqu'on a atteint la chair, le cœur, les tripes. Voilà. Pour ce qui est de la lecture littérale du Coran, je lis sous votre plume les imams qui lui ont enseigné. Vous parlez donc du djihadiste moderne et rétrograde. La lecture littérale du message sacré sont entrés sans frapper dans les cités françaises. On est au cœur, je pense là, du problème islamique. Et je me permets de le dire parce que je lisais sous la plume de René Girard dans le Figaro ce propos très juste. Si un jour, comme on pourrait l'espérer, les criminels de l'État islamique au Levant ou de Boko Haram ou d'autres encore sont traînés devant un tribunal pour crime contre l'humanité. Il disait, mais ils auront toujours des avocats pour dire tout de même, voyez, ils n'ont fait qu'appliquer. Donc, ce qui se passe dans l'islam, quand même, fondamentalement, j'ai écrit un petit texte qui s'appelle « Les 6 degrés d'adhésion à l'islam ». Alors, nous sommes absolument d'accord, et pas plus tard que tout à l'heure, j'évoquais ces musulmans amis que nous rencontrons, que nous connaissons. J'ai admiré, j'ai été un ami du Bachada Boualem, et je dois toujours à la mémoire du Bachada le rendre hommage, et comment pourrait être, juste pour cet homme, je cite celui-là, avoir quelques, comment dirais-je, haine pour les pourriez avoir des amis imams en ce moment en France, hein? Nous en avons un, mais il s'est converti au catholicisme, c'est ce qui est très bien. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais là, il y a tout de même le fond du problème. J'ai écrit des petits livres, Dieu et les hommes dans le Coran, ou bien les hadiths, ou la soumission au prophète. C'est que tant qu'on n'aura pas dit que les textes sacrés, ce que vous appelez la lecture, le message sacré, tant il faut les relativiser, les mettre dans leur contexte, eh bien, on n'y arrivera pas. Et là, il n'y a pas un seul parti, je dis bien pas un seul. À gauche, n'en parlons pas. L'UMP, n'en parlons pas. Je parlais hier au soir devant des militants AMP, tout à fait d'accord. Mais je parle du corpus. Front National, idem, qui mettent en avant ceci tout de même, la légitimité de lecture, d'étude, d'analyse des textes fondateurs de l'islam, la nécessité de les analyser, de les réfuter, et puis ensuite le refus du système. Un homme se lève en ce moment. Parce que quelquefois des auditeurs disent qu'on les désespère un peu. Non, j'ai cité dans la première partie d'émission le général Sissi. Le général Sissi a fait quelque chose tout à fait remarquable. Ça a été occulté, hélas, par toute l'affaire de Charlie, les manifestations qu'il y avait dans les pays musulmans suite à la caricature nouvelle du prophète. Le général Sissi a dit qu'il était temps que l'islam retrouve la voie de la libre interprétation, retrouve la voie de la possibilité d'analyse critique. Si ceci est admis,
Mais je pense le problème s'éloigne. Non mais moi, jusqu'à maintenant, ce dont je vous parlais, c'était les musulmans en France, ou pire encore, je veux dire, des gens acculturés, qui ne connaissent même pas l'islam. Donc, mais vous avez raison en ce qui concerne les pays arabes, les pays du Maghreb, du Mashrek. Vous avez raison. Mais ce que je veux dire, il existe quand même dans ces pays le soufisme. Vous ne me pouvez pas dire que le soufisme soit une interprétation littérale du Coran. En Afrique, avant que la radicalité arabo-islamique s'en mêle, que les chefs d'État africains soient achetés, où vous aviez, et vous avez encore en grande partie en Afrique, un islam de paix, un islam qui n'est pas littéraliste. Donc, c'est vrai que la représentation aujourd'hui actuelle de l'islam conquérant est effectivement à redouter, William, je vous écoute. Bien sûr, le soufisme, je connais un peu. C'est un autre débat. Ça n'est pas grand-chose dans l'islam. L'islam africain, oui. Mais il n'en demeure pas moins que quand vous rentrez dans une librairie islamique, je suis rentré dans 30 librairies islamiques. Je suis allé dernièrement à Toulon. Les grands frères qui étaient là, ils s'étaient un peu étonnés. Mais pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on vend dans ces librairies islamiques? On vend le Coran, bien sûr, et on vend les hadiths. Et les hadiths, c'est le modèle du prophète. Nous avons travaillé, Cécile Montmirail et moi, sur cela. Ce qui fait que la modélisation, elle existe. Et tant qu'il n'y aura pas un courant puissant de libre interprétation. Alors, ce que vous dites, le soufisme, oui, cet islam africain qui est doux, je l'ai connu un peu au Sénégal, mais il n'en demeure pas moins que le modèle est là. Pardon, je suis pas l'avocat. Pardon, mais d'abord vous prêchez un convaincu. Je ne suis pas l'avocat. Alors j'arrête. Non mais ce que je veux dire. J'essaye d'être juste. Je ne suis pas l'avocat de l'islam. Et je vous donne malheureusement acte qu'aujourd'hui il y a une représentation de l'islam, et il y a un islam conquérant, l'islam qui fait du bruit, l'islam qui bénéficie justement d'une indulgence invraisemblable de ce que j'appelle les islamo-gauchistes. Et c'est celui-là qui a d'autant plus, et qui a la main et qui veut conquérir effectivement l'Europe, et qui mais parce que on n'aide pas suffisamment, et les musulmans, pas seulement les musulmans modérés, les musulmans qui voudraient un Vatican II, les musulmans qui voudraient que finalement il y ait une sorte de Napoléon qui fasse une sorte de Sanhédrin pour les musulmans. On ne leur donne pas la parole, ils existent, et c'est pas forcément des musulmans athées ou des musulmans laïcs, ils existent, mais on leur donne pas les paroles, on les considère un peu comme des traîtres. La réalité, elle est là. Mais bien entendu, j'appelle de mes voeux cela, je suis pas un naïf, et je redoute beaucoup cet islam conquérant, mais je crois que on commettrait à la fois une injustice morale et une faute politique. Parce que on est en train, si vous voulez, d'entraîner au nom justement d'une solidarité islamique qui ne devrait pas avoir lieu, un réflexe identitaire de l'ensemble des musulmans. C'est pas ça qu'on cherche, vous comprenez? C'est pour ça que je suis contraint d'être dans la nuance. Non, mais vous savez, parce que vous savez, si même chez les juifs. Si vous saviez, il y a un monde orthodoxe juif, y compris en Israël, qui vit dans les ténèbres et qui d'ailleurs déteste l'État juif moderne. Il m'arrive de trouver l'État israélien, pour des raisons sottement électoralistes, trop tendre avec eux. Donc mais alors je compare pas. Je n'aime pas quand on fait cette comparaison. Vous vous doutez bien que je ne compare pas les juifs orthodoxes avec les islamistes radicaux qui décapitent. Ces gens-là malgré tout ne sont pas des violents. Mais je sais, si vous voulez, que c'est un combat. Ça s'appelle un combat. Et comme de la même manière que je ne confonds pas les religieux ultra-orthodoxes avec l'infinie majorité des juifs religieux qui sont modérés et tolérants, je crois qu'on commet une erreur de ne pas comprendre que il n'y a pas une fatalité
à ce qu'on subisse l'islam littéraliste. Il faut aider les autres. Pardon, vous savez bien que je suis pas spécialement, je ne cherche pas à être côteleux. Il faut aider les autres. Non, mais William, je suis très nuancé aussi, et justement, et parce que je parle avec des musulmans, je crois que la voie de salut, c'est justement quand je parle le général Sissi. Bon, il n'est pas tout à fait de ma paroisse, mais il est sans doute musulman. Il doit être certainement croyant, mais ça doit être un musulman croyant. Je veux dire, c'est pas Atatürk. Ça doit être certainement un musulman religieux. Mais d'abord, il est extrêmement minoritaire, et l'islam littéraliste, c'est imposé depuis le Xe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est cet islam de paix où est-il cet islam pour lequel la femme aurait les mêmes droits que l'homme, pour lequel le non-musulman aurait les mêmes droits que le musulman? Si vous voulez me faire dire que d'abord, sur l'Égypte, je me permets quand même de vous rappeler que les frères musulmans ont été virés par la majorité égyptienne. Certes, l'Égypte file un mauvais coton, a filé depuis longtemps un mauvais coton. On voit beaucoup plus de femmes voilées dans les rues du Caire qu'autrefois, ce qui exaspère beaucoup de femmes égyptiennes. Mais c'est vrai que la plupart des pays arabo-islamiques vivent plus ou moins, malgré tout, sous le régime de la charia. Et en tous les cas, c'est quand même extraordinaire ça. Interdisent souvent d'autres cultes, imposent le culte islamique. Vous avez raison, vous avez parfaitement raison de le dire. Et montre, même en Turquie, que paraît-il montrer en modèle, et un visage d'intolérance. C'est un combat. Et croyez-moi, y compris dans les pays arabo-islamiques, il y a des gens qui sont tout aussi exaspérés que vous, en tant que citoyen, en tant que femme, voilà. Mais je serais injuste envers ces gens-là si je vous disais et puis je refuse la fatalité. Je ne crois pas, je ne crois pas à la fatalité d'un islam conquérant et intolérant. Je n'y crois pas. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le visage principal de l'islam est un visage que redoutable. Ici et maintenant, c'est vrai ce que vous dites. Mais si on se laissait faire, si on se caricaturait nous-mêmes, on penserait vraiment qu'il y a une nature islamique qui est consubstantiellement, je dis bien, consubstantiellement intolérante. Ça n'est pas vrai. Je connais des musulmans religieux. Mais non, c'est pas la question de la William, personne. Si vous permettez, oui. Il y a quand même la différence. L'homme est homme. Il y a eu une nature humaine, bien entendu. J'ai dit cela tout à l'heure. Vos propos ne faites pas de nous comme si nous étions arc-boutés. Attendez un peu, oui. Sur une vision comme ça qui ferait que nous verrions dans les musulmans donc des adversaires. Nous avons dit le contraire. J'essaie d'aller au nœud du problème, et peut-être me suis-je mal expliqué, mais le nœud du problème, c'est celui du mimétisme. C'est celui, ce que vous appelez l'islam littéral. Il n'en demeure pas moins que le Coran est le Coran. Bon, et quand on lit le Coran, bien, je vais pas vous lire des extraits, vous en réciter. Quand on lit les hadiths, aujourd'hui, vous avez une large diffusion du Coran, large diffusion des hadiths. Donc, tant que, avec même, écoutez, il y a des passages de la Bible qui sont pas terribles non plus. Non, William Golnadel, c'est entièrement différent, ça. Quelle est la différence? Enfin, c'est le béaba. La Bible est un livre d'histoire. Bien, la Bible est un livre d'histoire. Il y a des passages papiers des vers. À part que le Coran, c'est une parole incréée. Et voilà, mais vous le savez bien. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a une voie. Alors, expliquez-moi, cher Bernard, si c'est comme ça, expliquez-moi pourquoi, avec ce Coran que vous dites incréé, vous avez des musulmans religieux qui ne le prennent pas au pied de la lettre. Par quelle magie?
vous en avez entendu dire beaucoup qui le prenait pas au pied de la lettre. Hein. Vous en avez vu beaucoup qui écrivaient cela. Moi, je pense qu'il y a eu un islam historique. Bon, je vais vous dire, par exemple, là, je publie dans Reconquête qui sort demain ou après-demain, un grand article de mon ami Houchan Avandi, qui est musulman, ancien ministre du Shah d'Iran, dont j'explique son article et il tient sur l'islam le même propos. Il a fait partie d'un islam historique, celui sous le Shah d'Iran, de même qu'il y a eu un islam historique dû au fait aussi de la présence des colonisatrice, il faut bien le dire, mais nous assistons à un réveil. Nous assistons à un réveil. Nous sommes d'accord. Et oui, nous sommes d'accord. Mais bien sûr. Si vous me parlez de l'islam conquérant et qui aujourd'hui, notamment en raison de l'indulgence coupable et crétine de l'Occident qui n'a rien vu venir, parce que, excusez-moi, sur les intellectuels musulmans, il y existait, il y a une dizaine, une vingtaine d'années, un magistère intellectuel formidable de la gauche intellectuelle. Si on les avait engueulés à cette époque-là, peut-être que ça serait passé différemment. L'islamo-gauchisme, c'est quelque chose de redoutable. Vous comprenez? Donc, en vérité, nous sommes d'accord. En vérité, nous sommes d'accord. Et c'est pas moi qui vais me faire l'avocat des régimes arabo-islamiques. Ah bon? Non, il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Mais en même temps que je vous dis ça, je veux croire à une sorte de Vatican II qui arrivera un jour. Ça me paraît prendre une mauvaise tournure. Si vous voulez me faire dire que c'est pour demain matin 9h, j'y crois. Vous ne diriez pas ça si vous disiez ça, effectivement. Je n'y crois pas du tout. Mais je crois que l'explication, même si l'explication est beaucoup plus politique, culturelle et sociologique qu'à trouver à l'intérieur du religieux. C'est ça que je veux vous dire. Oui, mais je vous écoute bien, et c'est peut-être le débat qu'il peut y avoir. Vatican II, il y a du bon et du mauvais. À part que ça, c'est autre chose. Laissez-nous nous occuper de notre religion. Moi, je souhaiterais, autrement, je vais m'occuper un peu de Vatican II à l'intérieur des synagogues. Bon, mais tout le problème, tout le problème, c'est que c'est bon, le débat commence à partir. La Mecque. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de Vatican à la Mecque. Et donc, c'est là la spécificité de l'islam. Mais enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis comme vous, et il ne faut pas y avoir un regard désespéré. Si je prends l'exemple de Sisi, c'est que, justement, il est musulman, mais qu'il ouvre une brèche énorme. Et je considère que, hélas, l'affaire Charlie a pollué considérablement. Et quand je vois le général Sisi aujourd'hui qui offre aux Coptes une église à la mémoire des martyrs, mais l'essentiel de Sisi, c'est qu'avec des intellectuels égyptiens, et j'en connais, nous sommes en liaison avec, il veut une réforme, ce que vous appelez un Vatican II de l'islam, va pour le Vatican II de l'islam. Il faut nous y employer, et je crois que sur cela nous sommes bien d'accord. Je vous rappelle quand même que le monsieur Sisi, bon là ça va un peu mieux avec les temps que nous avons connus, a été la bête noire des intellectuels français. Bien sûr. Le fameux modéré dont j'ai oublié le nom, qui l'a précédé, le frère musulman Mohamed Morsi. Monsieur Morsi, il était rare de ne pas trouver l'épithète modéré accolée à monsieur Morsi chez les intellectuels bien pensants en France, alors que Sisi a fait l'objet, ça fait 15 jours qu'il est en... Oui, non, parce que depuis qu'on a vu les rigueurs de l'État islamique, et qu'on lui vend des rafales, il est davantage en odeur de sainteté, et je m'en réjouis, mais il était détesté sur France Inter et dans le monde. La réalité, elle est là. Bien sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que on a fait
pas le tour de la question, on y reviendra. William Goldnadel, nous avons reçu comme avocat. J'aurais aimé qu'on lise, mais il nous reste une minute à peine, un tout petit peu de votre introduction, parce que j'ai beaucoup aimé ce texte. Jérôme Triomphe, qui n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, par courtoisie. Dès l'instant que c'est pour me citer, j'accepte que son confrère parle. Alors, c'est la préface de Gilles William Goldnadel au livre de Reynald Secher, Vendée du génocide au mémoricide. Je suis juif et le revendique sans honte ni vanité. Je suis vendéen et le revendique aussi tout comme je suis ukrainien, tzigane, etc. Frère de sang de tous ceux dont on a pris la vie, non pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. La Vendée est bien un génocide. Alors, ça continue. Il nous reste 30 secondes. Je soutiens depuis longtemps que l'occultation systématique de certaines victimes, notamment celles considérées comme rétrogrades en raison de leur origine et de leur religion, comme c'est le cas pour les Vendéens catholiques, s'explique principalement par le traumatisme engendré par la révélation tardive des horreurs du génocide juif. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et je relisais tout à l'heure, la Vendée est le premier des génocides contemporains. C'est parce que ce crime n'a jamais été jugé au fond, on en reparlait, que le système qui l'a engendré n'a jamais été sanctionné. Et vous continuez, les systèmes de même nature ont généré les mêmes drames et se sont appuyés sur le même mot, terreur au nom de la raison, terreur au nom de la race, terreur au nom de la classe. Nous retrouvons en permanence les mêmes éléments de langage énoncés pour la première fois par le comité de salut public, incroyablement synthétisés en quelques mots. Et pour avoir écrit ça, j'étais bien entendu vilipendé par la revue Histoire. Tiens, ça nous aurait étonné. Eh bien, c'est un honneur de plus que... J'avoue que ça ne m'a pas privé d'un excellent sommeil. Chers auditeurs, merci beaucoup, William Goldnadel. J'espère que vous reviendrez dans cette émission. Avec plaisir. Vous êtes chez vous. Avec plaisir. Merci de votre accueil. Merci beaucoup.